Bonjour à tous et bienvenue sur le Game Plan, nouvel épisode et on va parler de boxe anglaise. Donc on va tous les deux sortir un peu de notre zone de confort, on va dire. Je pense que c'est important de pré-nuancer tout ce qu'on va dire. Brian, tout comme moi, on vient du MMA, on est plus expert là-dedans. Et donc ici, on va s'aventurer dans la boxe anglaise parce que ce combat mérite absolument d'être discuté et analysé. Tout d'abord, comme d'habitude, Brian, est-ce que tu vas bien? Oui, en forme, toujours. Ryan Garcia contre Gervonta Davis. Donc, pour ceux qui rejoignent la chaîne en tant que fans de boxe anglaise et qui regardaient du coup ce podcast pour la toute première fois, on structure toujours nos podcasts de la même manière. Donc, on établit les profils. Ensuite, on donne ce qu'on appelle nos pronostats. Ensuite, on fait les forces et faiblesses des deux athlètes. On donne les stratégies et puis on part sur nos pronostics officiels et sur nos préférences. Alors, Ryan Garcia, 24 ans. Invaincu, 23 victoires, 0 défaites, 19 victoires par KO. Et quelque chose que j'aime beaucoup relever quand je parle de boxe anglaise, c'est le palmarès combiné des adversaires. Donc ici, le palmarès combiné des 23 adversaires de Ryan Garcia, c'est 347 victoires à 99/99 défaites. Donc on est sur un peu plus de 20% de ratio de défaites chez les adversaires. Donc, il a affronté des bons noms. On voit souvent, d'ailleurs, j'avais fait l'analyse de Jake Paul contre Tommy Fury. Eux, ils avaient tous les deux affronté, enfin, non pas tous les deux, mais Tommy Fury avait un beau palmarès face à un palmarès combiné très, très négatif. Donc ici, ça indique quand même que Ryan Garcia a monté son palmarès, mais il s'est challengé jusqu'à obtenir son 23 victoires pour 0 défaite. Du côté de Gervonta Davis, 28 ans, donc il a 4 ans de plus. 28 victoires pour aucune défaite, également invaincu. 5 combats d'expérience en plus que Ryan Garcia. Sur les 28 victoires, 26 par KO. Et le palmarès combiné des adversaires, 469 à 125. Donc là aussi, le ratio défaite des adversaires, c'est grosso modo 20%. Donc on est sur des expériences, on va dire que Davis a un peu plus d'expérience face à des adversaires qui ont plus d'expérience, mais ça reste comparable. Il n'y a pas une grosse différence à ce niveau-là. On va passer aux cotes de Paris, parce qu'on part toujours de nos stats à partir de ça. Est-ce qu'on est d'accord avec les cotes de Paris ou non? Davis est favori, assez large, 1,40, ce qui se traduit par 70/70% de chances de gagner. Du côté de Ryan Garcia, on est à 3,15, soit 30% de chances de gagner. Est-ce que tu t'alignes à ça ou est-ce que selon toi, il y a une exagération d'un côté ou de l'autre? Non, moi je m'aligne, j'aurais dit, si tu m'avais demandé, j'aurais dit 70-30, clairement, clairement. Ok. Moi, j'étais sur 65-35 avant de regarder les cotes de Paris. Donc, on va dire, je trouve ça légèrement exagéré, mais pas, voilà, pas des masses. En termes de force et faiblesse, commençons peut-être par celui qui fait peut-être un peu plus le buzz, celui qui ramène le plus de regards à la boxe anglaise, en Ryan Garcia. Bon, clairement, la force numéro une qu'on lui attribue, c'est sa vitesse. Quelles sont les autres forces que tu as analysées en regardant ces dernières sorties? Ah bah, je pense que l'autre force qu'on lui attribue, c'est son crochet du gauche, hein, clairement. C'est le deuxième que j'ai noté dans ma petite liste ici. Ouais, clairement, c'est son crochet du gauche, son allonge aussi, par exemple, tu vois. Mhm. Mais ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai fait un petit peu les forces et faiblesses de chacun, tu as, t'as une liste d'opposés entre les deux, tu vois. Enfin, Mhm. d'opposés. C'est vraiment, c'est vraiment une sorte de confrontation d'opposés. Donc pour en revenir à ta question, oui, son crochet du gauche qui est assez incroyable, hein, qui part à une vitesse qui est phénoménale. Euh, Gestion de la longe, euh, pas mal de volume. Défensivement, c'est pas le meilleur. On va dire que ça fait Non, pas partie de ses grandes forces là, sur le plan défensif, tu non, vois. moi j'avais mis ça dans les semi-faiblesses. C'était sa Mhm. grande faiblesse, mais alors dans ses points forts, j'ai mis introspection.
Ouais. parce qu'on voit clairement une progression entre chacun de ses combats et on voit qu'il est capable d'analyser ses défauts pour travailler dessus. Donc Mhm. clairement, sa défense a toujours été ce qu'on lui a reproché et je trouve que c'est en voie d'amélioration et clairement face à Davis, ça doit être son focus principal sur son training camp. Je vais prendre un exemple assez marquant. Donc sur ses 3 derniers combats, il a rencontré 2 southpaws. Donc son antépénultième combat, c'était contre Campbell. Campbell lui a mis un knockdown et lui a mis notamment un knockdown parce que défensivement, en garde ouverte, Garcia avait tendance à chasser très loin avec sa main arrière. Donc Luke Campbell lui a mis une feinte de jab au corps, ce qui a provoqué ce mouvement, et puis il est venu avec son bras arrière par au-dessus. Ça a provoqué le knockdown. Et donc dans son tout dernier combat face à Fortuna, qui est également un gaucher, on le voyait défendre avec, je vais me mettre en droitier, il aime bien tendre son bras avant. Et au lieu de chasser aussi avec son bras arrière, il venait protéger très haut. Alors ça laisse des ouvertures dans l'axe, hein, clairement, mais il a encaissé beaucoup, il a défendu beaucoup d'overhands de Fortuna avec ce système défensif. Donc clairement, il a analysé la raison pour laquelle il s'est fait mettre au tapis contre Campbell et il est venu avec des adaptations face à ça. C'est pas l'adaptation idéal parce que c'est bloqué haut et ça laisse d'autres ouvertures, mais ça montre une introspection et une progression et c'est pour ça que je mets sa défense dans le moins qui commence à se rapprocher plutôt du neutre parce qu'on voit qu'il travaille sur ses défauts et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un qui est dans un camp de personnes, enfin il est bien entouré et donc je pense que pour travailler sa stratégie contre Davis, on va avoir une défense améliorée. Alors est-ce que sur si peu de temps ce sera au niveau de pouvoir défendre correctement contre Davis? Je ne pense pas spécialement, mais je crois que ça va l'amener vers une chouette évolution. Ouais, je suis entièrement d'accord, hein. Je suis entièrement d'accord sur la question de l'intelligence. Je pense qu'on peut rajouter aussi sa capacité à gérer la pression, tu vois. Mhm. Ouais, Donc, je pense qu'il sera prêt mentalement sur ce combat-là. Et donc ça va être une force aussi. Il a tout à gagner sur ce combat. Il a rien à perdre. Euh, il part largement. Enfin voilà, underdog. Donc il a strictement rien à perdre. S'il perd, on dira bah ouais c'est normal. ouais, Donc la pression pour moi elle sera sur les épaules de son adversaire, tu vois. de Et, Davis, ouais. euh, et pour moi il aura une grosse pression. Ouais. Donc ça va être un avantage aussi psychologiquement. Même s'il a eu dans sa vie privée, il semblerait qu'il ait eu des difficultés. Je pense que sur le ring, par contre, c'est quelqu'un qui mentalement est très solide et Mhm. gère la pression, notamment de sa notoriété, enfin de plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est un point qui est toujours intéressant à soulever. Je pense que j'en avais parlé pour le combat notamment de Jake Paul. C'est Jake Paul, quand il combat, il est toujours habitué à cette pression, à la visibilité qu'il y a autour de ses combats. C'est quelque chose qui n'était pas le cas pour Tommy Fury, par exemple, qui faisait vraiment son premier combat sous autant de projecteurs. Mm. Et donc c'est toujours une question qu'il faut se poser. Sera-t-il capable de gérer un peu cette pression où consciemment tu sais que il y a beaucoup plus de regards que si tu perds, ça va être beaucoup plus diffusé sur les réseaux et tout ce qui s'ensuit. Voilà, Davis, je pense que il a déjà eu quelques combats sous les projecteurs, peut-être pas avec autant de visibilité que celui face à Ryan Garcia, mais il a aussi eu, ça c'est la différence aussi entre Davis et Garcia. Davis a déjà des victoires contre des invaincus. Garcia n'a jamais battu un autre athlète invaincu. Donc voilà, Davis a déjà eu ce type de dynamique où les deux sont invaincus et il y en a un des deux qui va ressortir avec sa première défaite et il s'est toujours trouvé du bon côté du résultat par rapport à ça. Donc effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que tu soulignes que Mm. Garcia a toujours. On en avait parlé dans un autre podcast hein, où ceux qui s'exposent d'un point de vue marketing, ceux qui se mettent face au mur, ceux qui prennent des risques dans leur communication, ils doivent savoir venir dans le ring avec les compétences pour un peu back-up ce qu'ils disent. Et clairement, Ryan Garcia, 23-0, donc il a su à chaque fois j'ai pas utilisé le mot compenser, mais backup, c'est vraiment le bon mot. Désolé de faire un anglicisme. Et il a à chaque fois backup tout ce qu'il fait sur les réseaux et un peu
son côté grande gueule. Moi, il y a un dernier point que j'avais mis dans ses forces, et j'ai 2 points dans ses faiblesses dont il faut absolument parler. C'est le tempo. Le fait qu'il soit aussi rapide, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et qu'on voit beaucoup plus en boxe anglaise qu'en MMA. C'est le fait de perturber l'adversaire avec des frappes qui sont envoyées sur différents tempos. J'ai l'impression que Ryan Garcia, de temps en temps, va envoyer des jabs plus lents que ce qu'il est capable d'envoyer pour pouvoir surprendre derrière par sa vitesse. Parce qu'en fait, si tu rentres dans le combat face à Garcia, tu sais qu'il est ultra rapide. Et à l'entraînement, tu n'as probablement pas eu un partenaire qui est capable de simuler sa vitesse. Et donc, c'est vraiment pendant le combat que tu te rends compte de la vitesse de Ryan Garcia. Mais s'il rentre dans le combat et qu'il envoie des frappes plus lentes que ce qu'il est réellement capable de faire, son adversaire, il dit « Ah ok, j'ai son timing, j'arrive à gérer sa vitesse. » Et puis là, quand il donne un coup d'accélération, c'est là où il peut vraiment surprendre. Et je trouve que Garcia est capable de jouer sur ça. Sur le tempo, ouais. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu avais vu d'autres forces, parce que sinon, on peut passer sur les 2 grandes faiblesses, selon moi. D'autres forces. Alors moi, j'ai hâte de le voir, dans le ring sur ce qui pour moi était une faiblesse avant. Je le trouvais physiquement pas encore mature, tu vois, Ryan Garcia. Je le trouvais encore Frêle. frêle, ouais, frêle. Et là, il en a parlé, hein, mais il a fait un gros travail sur son physique. J'ai l'impression qu'on commence à avoir une vraie maturité physique, tu vois, un vrai adulte. corps. Ouais, voilà, un vrai corps. C'est pas péjoratif, mais non, ouais, voilà, c'est clair que quand tu as 22 ans, enfin bon là il a 23, mais dans ses précédents combats, il était encore fort jeune. Ah oui, oui, et donc j'espère que ce sera une force, hein, bien évidemment, mais en tout cas moi c'était une faiblesse. Là, dans ce qu'il apparaît, en tout cas, sur ses réseaux sociaux et dans les vidéos qu'on peut voir de lui, c'est qu'il a pris de la maturité musculairement au niveau de la fibre et tout, et je pense qu'on va avoir un bel athlète, quoi. Ouais. Ok. Je suis entièrement d'accord. En plus, je crois que c'est nécessaire quand tu rentres dans le top d'atteindre cette maturité physique, ne fût-ce que pour aussi encaisser les coups au corps et pour encore maximiser. Alors, on va espérer aussi qu'en travaillant sur son aspect physique, ça ne touche pas à sa vitesse, parce que ça pourrait être le cas. On sait que certains types d'entraînement peuvent diminuer l'amplitude de tes mouvements ou la qualité de l'amplitude de tes mouvements, diminuer la vitesse en contrepartie de la force. Donc c'est un travail intéressant au niveau conditions physiques pour Ryan Garcia. Moi, dans les défauts, j'en ai 2, mais qui se lient un peu. C'est son footwork qui est très linéaire. Je le vois très rarement pivoter, je le vois très rarement sortir sur des angles. Défensivement, il recule beaucoup en ligne, ce qui l'amène à de temps en temps à être coincé dans les cordes, sans avoir vraiment beaucoup d'options hors des mouvements exagérés, des mouvements de tête défensifs exagérés ou des simples blocs. Maintenant, ça peut être aussi des pièges, parce que on l'a déjà vu utiliser une garde haute et puis sortir son crochet à une vitesse incroyable, ce qui est rare en boxe. En boxe, généralement, quand tu vois quelqu'un avec une garde haute, tu dis ok, le mec se met en mode défensif, je vais attaquer à ce moment-là, donc ça peut être un piège. Mais sa façon de travailler de manière très linéaire. D'un côté, on connaît les défauts que ça représente défensivement, mais aussi en garde ouverte, j'ai l'impression que le fait qu'il ait beaucoup travaillé de manière linéaire, il n'a pas encore cette conscience du lead foot dominance, de savoir bien placer son pied avant sur base de l'arme qu'il va utiliser. Donc c'est pas quelqu'un qui va beaucoup sortir son pied avant pour envoyer son cross, c'est pas quelqu'un qui va sortir ou rester dans l'axe pour envoyer son crochet avant. On le voit beaucoup mettre son pied avant sur l'intérieur, ce qui est très bien pour son jab, mais c'est pas pour son jab qu'il est connu. Ce qui peut être bien de temps en temps pour son crochet avant. Mais ça peut aussi, surtout face à quelqu'un comme Davis, ça peut donner tellement d'angles dominants à Davis qui, lui, simplement, si Garcia met son pied avant, à l'intérieur de son pied avant, Davis, il va d'office décaler sur le côté faible. Et comme il n'y a pas de back fist en boxe anglaise, Davis va vraiment pouvoir beaucoup en profiter. Donc j'espère que Garcia a aussi bossé un peu sur sa capacité de déplacement en garde ouverte, parce que le seul truc qui fait très bien,
c'est venir écraser le pied avant de son adversaire. Et comme il est plus grand, il peut envoyer son cross de plus loin. Donc sur la différence de taille entre Garcia et Davis, je pense que c'est une arme intéressante. Mais je pense qu'il va devoir avoir plus de variété d'options sur ses déplacements s'il veut ennuyer Garcia. Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Parfait. Bah, du coup, si on a fait le tour de Ryan Garcia, passons à Gervonta Davis. Comment le définirais-tu? Petit. Ouais, de 1. Donc c'est un petit combattant gaucher, tu vois. Moi je le trouve très complet. Je le trouve très complet sur la défense. Enfin en termes de boxe défensive, très très bon. En termes d'agressivité, tu vois, il est propre sans être propre. Mhm. Donc enfin, tu vois, je le trouve, ouais, je trouve assez volatile. Donc défensivement, il est en place. Il peut passer un round où il va mettre de la pression et être en offensive très très bon. Il est capable de contrer avec un timing incroyable. Ses frappes peuvent être très académiques comme un peu bagarreur, tu vois ce que je veux Mhm. dire, et ça en devient très compliqué pour un adversaire de gérer ce type de profil. Je le vois discipliné en termes sur le plan sportif dans un combat, donc Ouais, capable de suivre une stratégie et en même temps indiscipliné dans son échange avec son adversaire. ouais. Donc il est capable d'être très concentré sur son round. Le round est fini, il se fout de la gueule ou gueuler sur son adversaire. Enfin, ce genre de choses qui peut un peu décontenancer. Mhm. Donc je ouais, je comprends qu'il plaise en tout cas à pas mal de fans de boxe. Peut-être pas. Enfin, après voilà, on parle quand même de deux boxeurs où je sais qu'il y a pas mal de critiques chez les puristes entre guillemets. Mais en tout cas, pour les fans de boxe, tu vois, ou ceux qui ont envie c'est ces deux profils que je trouve très intéressants, marketingment parlant, enfin, sur le type de boxe qu'ils proposent, tu vois. Ouais, je te rejoins entièrement et je pense que on va pas se le cacher, la boxe aujourd'hui a peut-être à nouveau besoin de visibilité, Ah oui, oui. de remettre un peu, et je sais que les gens aiment pas trop ça, c'est encore pire dans la boxe que dans la MMA, mais ce côté divertissement est important dans les sports de combat Mm. et eux deux l'amènent clairement Ah oui, en clairement. dehors du ring, mais aussi sur le ring, et ça c'est intéressant. Ils restent, leur personnalité se ressent dans le ring. Tout à Je crois fait. que je vais faire un lien avec ce que tu as dit qui va à mon avis plutôt t'intéresser. C'est pour moi, Davis, c'est quelqu'un, c'est un analyste dans le ring. C'est quelqu'un qui est très mesuré, qui va être capable de créer ses ouvertures par la lecture de jeu. Mm. Et en conséquence à ça, il a développé un jeu lui-même qui est difficile à lire. Il a une variété incroyable dans ses Mm. systèmes défensifs. C'est pas quelqu'un qui exploite que le Philly shell, par exemple. Il l'utilise de temps en temps. De temps en temps, il utilise du in and out. De temps en temps, il va plutôt mettre une priorité sur les mouvements de tête défensifs. De temps en temps, il va bloquer. Et étant donné qu'il a ce large panel technique sur ses systèmes défensifs, son Mm. adversaire est incapable de dire, OK, maintenant quand je vais attaquer, il va utiliser ce système-là, ce qui signifie que j'aurai telle ouverture. Donc il est très difficile à lire offensivement pour son adversaire. Et au même titre, comme tu l'as dit, il va de temps en temps attaquer de manière très académique, très propre, et puis de temps en temps, il va partir sur un côté plus brouillon. Mais c'est pas péjoratif de dire ça. Le fait que de temps en temps il attaque de manière plus brouillonne, ça lui fait gagner en efficacité. Parce Mm. que Mm. son Mm. adversaire peut être surpris par ça en disant ça fait 3 rounds que le mec est académique et là il me balance des trucs que je vois pas à l'entraînement ou sur Mm. lesquels je me suis pas préparé et ça peut lui trouver de très belles ouvertures. Donc moi j'avais noté ça, c'était vraiment que euh, il est il est à la fois calculé, mesuré, il a une grande variété dans ses attaques et dans ses défenses. Et puis de temps en temps, il va un peu sortir des lignes, des textes, enfin de ce qu'on dit Oui, tout à textbook fait. boxing. Et ça peut vraiment surprendre
son adversaire. Et alors, un truc dans lequel il est très bon pour moi, c'est attaquer au bon moment. On le voit souvent attaquer quand son adversaire est en train de reset sa position. Donc lui se déplace tellement bien que son adversaire doit se déplacer en réaction à Davis. Et quand Davis se déplace et qu'il est en posture de frapper, il peut attendre que son adversaire soit en train de reset ses pieds pour attaquer à ce moment-là, en sachant que il peut pas se faire contrer quand son adversaire n'est pas en posture d'attaquer. Et je trouve qu'il a une très bonne lecture du jeu par rapport au timing sur lesquels il peut attaquer avec n'importe quelle attaque. Ouais. Et puis pour faire le parallèle avec Ryan Garcia, donc une de ses frappes, en tout cas dans ses forces, c'est sa gauche, mais qui vient de l'arrière parce qu'il est gaucher, donc c'est son overhand du gauche, son direct du gauche, son overhand du gauche, quoi. Et, je pense qu'il va devoir le varier celui-là, justement pour provoquer Garcia à bloquer sur le côté et puis pouvoir le rentrer en ligne ou l'inverse. Et donc on a au final deux gars qui ont des armes qui sont extrêmement efficaces face au profil en face, tu vois. C'est ça. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Ouais, moi il y a un truc justement quand tu disais que leurs forces et faiblesses étaient opposées. Je pense que là où ça peut le plus se remarquer, et ce sera justement pour moi l'aspect stratégique le plus intéressant pour Ryan Garcia, c'est Davis a besoin de temps pour s'installer dans le combat. Il a besoin d'espace. C'est quelqu'un qu'on a vu par le passé avoir de temps en temps du mal à gérer la pression. Et donc pour moi, Garcia, il doit rentrer dans le combat avec une prise de risque. Tu vois, quand tu rentres dans un combat en 70-30, tu dois prendre un risque parce que on te voit perdre sur une décision ou sur un KO, mais en tout cas, on te voit perdre dans la plupart des cas. Et de temps en temps, faire un pile ou face ou miser le tout pour le tout, c'est la voie à prendre. Et pour moi, Garcia, c'est quelqu'un, enfin, il doit venir pour étouffer Davis. Il doit venir très fort, très vite, chercher à mettre la pression très tôt, prendre les premiers rounds absolument, parce que j'ai du mal à le voir prendre les derniers rounds. Donc c'est là où stratégiquement, voilà, je dirais que Garcia doit venir pour un finish rapide. Alors ça, c'est un truc sur les rounds, sur la question de la décision qui est en tant que pratiquant de MMA beaucoup plus difficile pour moi à évaluer pour un combat de boxe, d'avoir 12 rounds. Mais c'est aussi une réalité stratégique que tout boxeur doit avoir en tête. Et j'entends, je pense qu'effectivement, à premier abord, Ryan Garcia aurait intérêt à commencer fort, tu vois. Mais je vois pas ce combat-là aller à la décision. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, je le vois pas aller à la décision. Donc je pense que stratégiquement, je vois Davis se projeter sur 12 rounds. Donc être capable, Gervonta Davis, un peu, voilà, école Mayweather, laisser passer le 1-2, laisser passer le rage s'il y a besoin de rage, et puis le laisser se fatiguer et bosser après, tu vois, et aller le cueillir une fois que Garcia est fatigué, donc 6, 7, 8, je peux entendre, tu vois. Par contre, de l'autre côté, personnellement, je ne pense pas que ce soit pour Ryan Garcia une bonne idée de rusher le premier ou le deuxième round. De par le fait que tu t'attends à ce que Davis soit prêt à ça, cherche à passer l'orage, et du coup, ce serait peut-être plus intelligent de la part de Garcia de prendre le 1-2, mais sans pour autant trop se fatiguer, pour pouvoir accélérer au moment où Davis veut un peu s'ouvrir lui-même. Voilà, moi je pense que le 2-3 sera... Non, ouais. 3-4 plutôt 3-4 plutôt sera les rounds où Ryan Garcia aura ses meilleures chances. Et notamment quand Davis va commencer à mettre la première et la seconde, tu vois, quand il va commencer à avancer, qu'il va aller chercher ce large overhand, tu vois. Et c'est là, je pense, où il aura le plus de chance. Ouais, clairement. C'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai que on a moins cette notion en MMA du fait que le maximum de rounds qu'on puisse avoir, c'est 5. Donc tu peux clairement pas laisser passer de rounds. Tu vois, si tu laisses passer le 1-2, tu dois prendre les 3 derniers.
Ouais. En anglaise, quand tu as des combats sur 12 rounds, c'est clair que le 1-2, Tu peux en bah, laisser passer 5, hein. ouais, bon, si tu en laisses passer 5, tu te mets pied au mur pour les 7 derniers, mais si tu en laisses passer 2, 3, t'es encore large pour revenir dans le combat. Et d'ailleurs, Ouais, on voit ouais. souvent même des mecs qui ont une stratégie qui est plus genre je prends les 3 premiers, puis je laisse passer 2, 3, et puis je reviens sur Ouais, ouais. la deuxième partie du combat, et ça c'est très intéressant. Mais ici, Et, ouais. mais par contre, c'est clair que la boxe anglaise, ça reste, je trouve, très difficile déjà à scorer. Mhm, Euh, donc pour un boxeur, te rappeler combien de rounds tu as, pour moi, je trouve ça extrêmement compliqué, tu vois. Tu peux mhm. pas parier sur le fait que ah bah c'est bon, j'ai pris le 1 et le 2, je prends le 4-5, etc. Et donc je pense que stratégiquement, eux vont plutôt, ça va être un peu une sorte de guerre d'énergie entre guillemets, tu vois. Comme Et souvent en anglaise, ouais. ouais. Et je pense qu'ils viendront tous les deux. Enfin, on s'attendra plutôt à un finish. Euh, ouais, on s'attendra plutôt. Enfin, moi, je m'attendrais plutôt à un finish, tu vois. Ouais. Et puis, bah, la décision, je pense que si ça va, enfin, j'ai du mal à voir que ça aille jusqu'à la décision. Si ça va à la décision, pour moi, ça ira vraiment à l'avantage de Gervonta Davis, tu vois. Ouais. Ouais. Ben, venons-en, pardon. Venons-en au pronostic. Du coup, si je comprends bien, tu vas pas pronostiquer une décision, tu vas pronostiquer un finish. Euh, je te laisse la place à ton prono. Alors, bah, mon prono, je pars, enfin, clairement, je vois le plus probable, ce serait, comment je vois le combat, ce serait un Gervontas Davis qui trouve ses ouvertures dans le milieu du combat, Mhm. euh, qui a su laisser de l'espace à Ryan Garcia dans les premiers rounds pour qu'il se fatigue, etc. Et puis qui commence à mettre, euh, qui commence à avancer à partir du troisième et qui trouve les ouvertures, tu vois, dans le 5, dans le 6, dans le 7. Et oui, je vois facilement un KO de Gervontas Davis. Ça, pour moi, c'est le plus probable, clairement. Après, ce que Ouais. j'aimerais voir, c'est différent, tu vois. Ouais, on va y venir après. Ouais, moi j'avais aussi le finish de Davis sur sur le 2 tiers du combat, donc entre 7 et 9, j'aurais envie Mhm. de dire. Euh, ouais, pareil, je peux voir des ouvertures pour Garcia. Je pense qu'il peut surprendre, clairement, il peut surprendre n'importe qui avec sa vitesse, avec son crochet avant. Mhm. D'ailleurs, il m'a bien surpris. J'ai regardé ce matin son combat contre Campbell. Euh, on voyait un Campbell qui était bien préparé à lui pour défendre ce crochet très haut. Et à terme, ben, ça a laissé l'ouverture Encore. au corps du côté du foie, puisque il est gaucher. Donc sur le crochet avant, tu vas chercher le foie. C'était très bien joué. Donc tu as aussi un Garcia qui prend en maturité au sein même du combat, qui est capable aussi de lire et de trouver ses ouvertures par rapport Mhm. à ses forces. Mais je ne le vois pas créer la surprise. Je trouverais ça sympa, c'est clair. Donc je vais rester sur un prono un peu similaire au tien. Je vois Davis s'imposer. Je ne le vois pas aller à la décision. Je le vois avoir une stratégie potentiellement sur la durée et commencer à s'imposer de plus en plus à partir du quatrième, cinquième round jusqu'à trouver son finish entre 7 et 9, quoi. Ouais, je pense que ça va être le plus probable. Ouais. Maintenant, La préférence. ce que j'aimerais voir clairement, et je peux le voir, hein, on va dire que c'est vraiment pour moi, ça reste une belle probabilité. Je verrais bien Ryan Garcia mettre KO Gervontas Davis dans le troisième ou quatrième Mhm. sur un check hook, sur un crochet du gauche en contre. Euh, il commence à montrer d'avoir un Gervontas Davis qui voit de la fatigue, qui surengage sur son check hook et qui drop cette main droite et hop, qui se fasse connecter de manière assez violente, très courte. Et, Mhm. euh, et là, je pense que ça ferait ouais, sur le plan là, ça serait ça la folie, tu vois. Mais Ouais. sportivement parlant, je peux voir cette alternative, tu vois.
je peux stratégiquement, parce qu'il faut pas oublier hein, que euh, tu parlais du chaos contre Campbell, c'est des gars qui, enfin voilà, hein, c'est des mecs, ils sont très bien encadrés. C'est pas deux fans de MMA qui analysent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont Ouais. et donc cette ouverture, personnellement, moi, mon humble, mon faible niveau, je la vois. Je me dis, ils doivent se dire, ça, c'est prenable, tu vois. Ouais, je pense qu'ils peuvent l'avoir des deux côtés parce que Ryan Garcia a aussi cette tendance quand il envoie son direct à avoir sa main opposée relativement basse. Ouais, Donc ce serait ce serait marrant et pour ce moi c'est sera un- possible aussi que Davis fasse une Garcia à Garcia, tu vois, sur le check-hook, qu'il puisse le surprendre sur un check-hook. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, voilà, moi, ce que j'aimerais voir, ça serait un chaos de ce type-là. Ouais, J'aime un petit peu les success stories, tu vois, et donc d'avoir un mec qui est autant underdog, une sorte de victoire comme ça, tu vois, quelqu'un qui s'entraîne depuis des années. Et puis, bah, il a un profil aussi hein, qui fait qu'on parie pas sur lui, tu vois, Ryan ouais, Garcia. Et puis, bah, il a traversé de l'adversité, donc sur le plan histoire, sur le plan, ce qui me plairait de voir, ce serait ce genre de truc, hein, de forcément. Mais scénario. je pense que c'est Ouais. aussi pourquoi les gens vont vouloir regarder ce combat-là, hein. Ils vont espérer Mhm. un peu l'impossible entre guillemets, tu vois. Ouais, moi je te rejoins. J'ai une petite préférence sportive quand même pour une victoire de Davis et je trouverais ça d'ailleurs marrant, sympa à voir qu'il le gagne sur un check-hook. Mais d'un point de vue développement de la boxe anglaise, j'ai cette envie de voir Ryan Garcia s'imposer. Je crois qu'il ramène beaucoup plus de regards sur Mm. ce sport, un sport qui mérite encore d'être bien suivi. Et là, on a deux athlètes. Enfin, je trouve ça, je respecte aussi. Hein, c'est une des critiques qu'on fait souvent à la boxe anglaise, c'est la sélection des combats, le côté managérial qui est beaucoup trop dans la protection. Et là, Mm. le fait que Ryan Garcia enfin, ils prennent tous les deux un risque, hein, un vaincu contre un vaincu, encore tous les deux jeunes, euh, beaucoup de lumière sur le combat. Ryan Garcia qui sait qu'en acceptant le combat, il est underdog. Je trouve ça respectueux qu'il le fasse. Mm. C'est inspirant. J'espère que ça motivera d'autres athlètes aussi à se mettre peut-être plus à risque dans leur carrière. Et le voir gagner, ce serait Ouais. très beau aussi. Ouais, et puis d'autres pratiquants aussi, hein, qui, comme tu dis, ça amène un autre public, et puis de voir un profil un peu différent percer dans la boxe anglaise, tu vois, ça va ramener un autre public de pratiquants, tu vois, Ouais, euh, qui est, euh, qui est nécessaire hein, dans tout sport, tu vois, donc voilà. ouais, En tout cas, même si moi, c'est vraiment un combat que je trouve beaucoup plus accessible à regarder pour tout le monde, tu vois, et qui m'intéresse grandement, notamment pour cet aspect-là, tu vois. ouais, Mm. ça marche. Ok, on a fait le tour. Super. Brian, merci à toi. Merci à toi, À très Chris. bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao.